Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le bilan lecture de mes premières lectures de l'année 2024, tout ce que j'ai lu hors graphique pendant le mois de janvier. Un mois où l'imaginaire n'a pas été de mon côté, puisque les deux seuls titres relevant de l'imaginaire que j'ai lus ont plutôt été des gros flops, et puis les bonnes lectures ont plutôt été dans les autres genres. Donc on va démarrer ça tout de suite, et on va donc démarrer par les deux abandons de ce mois-ci. Et le premier abandon, c'est L'Ensoleillé de Brandon Sanderson, que j'ai moi dans les éditions collector du livre de poche. Alors, je ne sais plus exactement à quel niveau j'ai abandonné ce titre. Mais en gros, on va faire la rencontre d'un homme qui arrive sur une planète. On devine que cet homme a un certain passé. Et il veut essayer de retourner dans un autre endroit. Ça va pas tout à fait se passer comme prévu. Et il va être un petit peu intégré dans l'univers du monde dans lequel il a atterri. Puisque les autochtones pensent qu'il est l'ensoleillé. Et il a une capacité un peu particulière. Je vais m'arrêter là puisque je ne suis pas allée très très loin dans cette lecture. Enfin, pas très loin. Peut-être 200 pages... peut-être même pas 300 pages, je dirais 200 pages. Donc c'est un titre que j'ai tenté de lire en lecture commune avec Dorian, Monsieur Cabric, avec Caroline de la chaîne Miss Carolivre et avec Cathy. Que j'ai tenté puisque j'ai été la première à abandonner ce titre. Dorian m'a suivi peu de temps après, Cathy également, et il n'y a que Caroline qui a survécu au poteau de L'Ensoleillé. J'ai été très déçue par ce titre. Alors déjà, de manière générale, j'avais cru comprendre que les 4 projets secrets n'étaient pas forcément... Il n'était pas nécessaire d'avoir lu d'autres œuvres de Sanderson et qu'il n'allait pas forcément être relié au Cosmere, quand bien même que 99% de ses œuvres sont liées à son univers général qui s'appelle le Cosmere. Ici, c'est pas le cas du tout. Alors non seulement il est complètement lié au Cosmere, mais en plus... il y a des références clairement explicites à un autre univers de l'auteur. Alors, je ne vais pas vous le dire, je vais vous laisser la surprise si jamais certains d'entre vous ont envie de découvrir malgré tout. Je me suis très vite rendu compte, alors déjà l'auteur il explique très peu de choses de l'univers, des termes qu'il emploie, de tout un tas de choses. On sent que ce personnage il apparaît dans d'autres titres de l'auteur, mais on n'a pas vraiment d'explication. Je trouve que l'auteur il nous balance comme ça dans son histoire, sans contexte spécifique. Alors l'histoire en elle-même qui est dans L'Ensoleillé, elle est claire on va dire, mais on sent qu'il y a des choses qui ne nous sont pas dites et qu'on peut comprendre que si on a lu d'autres titres de l'auteur, dont une saga en particulier, que je n'ai pas lu bien évidemment. Je ne suis pas certaine qu'on puisse apprécier ce titre sans avoir lu d'autres titres de l'auteur. On a très peu d'explications. J'avais eu l'impression de passer à côté d'énormément de références, de compréhension de texte, etc. Et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Je me suis sentie perdue à certains moments. Alors non seulement il y avait le contexte, les termes qui n'étaient pas forcément expliqués, il y a des références qui sont faites en mode « t'as vu lecteur, t'as compris », sauf que moi, j'ai pas lu beaucoup d'autres choses de Sanderson, donc non, j'ai pas compris. Au contraire, j'aurais bien aimé que tu m'expliques, mais l'auteur ne le fait pas. Donc non seulement il y avait ça, et en plus je trouvais que par moments, même dans certaines scènes, j'ai eu une sensation un peu de brouillon, un peu de flou, je sais pas. Plus le temps passait, plus je me désintéressais de cette histoire, et j'ai fini par me dire au bout d'un moment, je me forçais presque pour le lire, et au moment où mon cerveau a commencé à se dire si c'était pas une lecture commune je l'abandonnerais, j'ai décidé de dire stop, je laisse tomber, j'abandonne. Donc une vraie déception. J'ai eu l'impression d'être flouée par l'auteur parce que on pouvait les lire soi-disant sans rien avoir lu du Cosmere. En tout cas pour ce titre-ci, je trouve que c'est faux. Je me suis sentie flouée par la maison d'édition qui n'a même pas mis aucune alerte sur ses réseaux en disant attention quand même pour l'apprécier à sa juste valeur entre guillemets, il faut avoir lu certaines autres séries de l'auteur, etc. Flouée par l'auteur parce que c'est le 4e projet secret que je lis, et franchement sur les 4 il y en a 2 qui m'ont fait passer de très bons moments et 2 qui ont été des énormes déceptions. Et ayant lu d'autres choses de l'auteur et ayant lu ces 4 projets, ces 4 titres, j'ai presque l'impression de dire c'était trop pour toi quoi, c'était trop pour toi Brandon. Est-ce que peut-être certains titres n'auraient pas mérité plus de temps et plus de travail pour que les lecteurs puissent davantage l'apprécier? Bref,
Je suis malgré tout contente d'avoir lu ces 4 projets secrets quasiment tout au long de leur sortie. Mais je dois bien avouer que la déception de ce titre, elle est telle que je ne vais pas lire du Sanderson tout de suite. Clairement, vraiment grosse déception. Et bravo à Caroline d'avoir été jusqu'au bout de ce titre parce que moi, franchement, je n'ai pas eu la foi, on va dire. Suite à ça, je me suis lancée dans un autre type de fantasy et après en avoir échangé avec Dorian, je crois que c'est un très mauvais choix puisque j'ai tenté de lire Les Chats des Neiges ne sont plus blancs en hiver de Noémie Yorek. C'est publié aux éditions HSN. Ça fait très longtemps que ce titre était à la maison. C'est un très bel objet livre et clairement j'ai pris un risque parce que j'avais déjà vu pas mal d'avis sur ce titre disant que ça passait ou ça cassait. Je l'ai abandonné, je crois, à 100 pages à peine. La plume est très jolie. Je trouve, enfin, au début, j'ai apprécié cette plume, justement, qui était élégante, qui était poétique, mais poétique comme moi je l'aime. C'est-à-dire pas trop poétique, justement. Mais malheureusement, plus j'ai avancé dans l'histoire et plus j'ai eu une impression de flou. C'est un rythme assez lent, on rencontre beaucoup de personnages, chaque personnage fait beaucoup d'introspection, c'est assez contemplatif. Voilà, honnêtement, peut-être qu'à un autre moment je serais allée jusqu'au bout parce que je ne suis pas contre les lectures lentes et contemplatives, c'est pas quelque chose sur le fond qui me braque, on va dire. Mais après le Sanderson, où j'avais déjà ramé pendant un bon moment, où je m'étais un petit peu quand même forcée parce que c'était une lecture commune, donc je voulais quand même essayer d'avancer. Celui-ci, j'ai vraiment pas eu la foi. Quand j'ai vu que ça ne le faisait pas arriver à 100 pages, je me suis dit, vas-y, laisse tomber, c'est pas la peine, c'est pas un roman pour toi. Donc, peut-être qu'il n'est pas arrivé au bon moment. Peut-être que ce n'était pas un bon choix, mais le fait est que j'ai pas eu la foi d'insister un peu pour aller plus loin. Et puis, c'est vrai que j'avais vu pas mal d'avis disant que c'était assez lent et que les gens, ça leur avait pas forcément beaucoup plu. Donc voilà, j'ai pas eu la foi de forcer et j'ai donc laissé tomber. Les Chats des Neiges ne sont plus blancs en hiver. C'est dommage, peut-être que je suis passée à côté de quelque chose, mais clairement, après le Sanderson, il me fallait quelque chose qui m'emballe. Et voilà, c'était pas un très bon choix non plus de ma part. Mais j'ai laissé tomber. Donc ça, c'était les 2 lectures d'Imaginaire de janvier. Heureusement, en janvier, il y a eu quand même d'autres titres un peu plus cool. Celui-ci, c'est une lecture en demi-teinte également. J'ai lu Petit meurtre à Endgame de Alexandra Benedict. C'est publié chez Pocket. Un titre qui me tentait beaucoup, avec un pitch qui me tentait beaucoup. C'est un titre que j'avais déjà repéré en grand format. J'y m'étais jetée un peu sur le poche et ça a été une déception. Ici, on va faire la rencontre d'une jeune femme qui s'appelle Lily. Depuis 20 ans, elle n'est pas retournée à Endgame, qui est le château, on va dire la maison familiale, dans lequel elle a passé une grande partie de son enfance. Sa tante décède et elle l'invite, on va dire, à retourner dans ce château pour Noël. Sa tante aimait beaucoup les petits jeux. Et donc, en lien avec l'héritage de sa tante et afin de définir à qui va revenir cette maison, il y a tout un tas de jeux qui vont se mettre en place avec Lily, mais également ses cousins, sachant que on va également être lié à la mort de la mère de Lily, qui est survenue bien des années plus tôt. Voilà, et tous ces petits secrets, vous vous doutez, ils vont ressortir. Il va ressortir beaucoup de choses pendant cette période de Noël et ce petit jeu de piste installé par sa tante. Donc, une vraie déception pour moi, c'est un roman qui se lit très bien, mais j'ai levé les yeux au ciel à un nombre incalculable de fois. Je ne me suis pas attachée au personnage, je n'ai ressenti aucune émotion, aucun intérêt à ce qui se passait au personnage. Le personnage principal, Lily, m'a énormément agacée, elle ne fait que ressasser. Tout au long de ce roman, l'histoire est assez longue à démarrer. Il y a quand même beaucoup de choses. Alors, je ne vais pas vous spoiler, il y a beaucoup de meurtres qui vont avoir lieu, mais en fait, tous les meurtres qui vont avoir lieu, personne n'en a rien à fiche en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est un tel, ah bah oui, un tel il est mort. Bon bah voilà, on va continuer de jouer. Enfin, il est mort quand même. Enfin, c'est important, hein. Quelqu'un qui est décédé, c'est un membre de ta famille. Enfin. Je trouve que les personnages sont complètement détachés par rapport aux morts qui vont arriver. Donc j'ai trouvé ça très étonnant. Voilà, donc ça ne m'incitait pas à m'attacher aux personnages. Il y a un élément que j'avais deviné assez tôt dans le roman. Alors,
Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que moi, quand je lis un roman policier, un thriller, je ne cherche rien. Je n'ai absolument pas pour objectif de trouver la solution avant que l'auteur me l'amène. Là, je me suis quand même doutée de quelque chose. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça prouve à quel point c'est mal fait. Mais franchement, si moi j'ai deviné, c'est pas très bon quand même pour l'auteur. Il y a des révélations forcément qui vont arriver tout au long de l'histoire. J'ai trouvé qu'elles étaient mal amenées, mal foutues. C'est un peu du genre, ah ben tiens, tu sais ça, en fait la solution c'est ça et ça. Allez, allons résoudre le jeu. Je trouve ça, enfin j'ai pas accroché du tout à la manière dont les révélations sont amenées. Voilà, il n'y a rien qu'à marcher avec moi avec ce titre. Il y a le côté énigme qui pourrait être sympathique en mode un peu Cluedo, Agatha Christie et tout ça. Mais en fait, les énigmes sont élucidées tellement rapidement et de manière tellement improbable que même ça n'a pas marché. Et je me suis même demandé à un moment, mais à quoi elles servaient ces énigmes? Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a marché dans ce roman. Je suis allée au bout parce que même s'il y a un truc que j'avais deviné, qui est quand même un élément important, il y a beaucoup de choses que je n'avais pas devinées, donc il y a quand même un petit peu de suspense qui est maintenu. Mais franchement, je l'ai vraiment lu d'une manière extrêmement détachée et clairement, je ne suis pas sûre de lire d'autres romans de l'autrice parce que je trouvais ça tellement gros et tellement cliché par moments que voilà, malheureusement avec moi, ça n'a pas marché. Ce sont des choses qui arrivent. Un autre titre qui m'a un petit peu plus, c'est celui-ci. Plus que deux morts et c'est Noël de Claire Plantevin. C'est publié chez Hugo Poche. Il me semble que l'histoire, au début de l'histoire en tout cas, on va être avec deux mamies qui vont découvrir un cadavre dans la forêt. Il s'avère que ces deux mamies, elles ont un club de lecture. Et voilà, et elles vont aller chercher la police. Et bien voilà, donc tout va tourner autour de la résolution de l'enquête, autour de ce cadavre. Qui est ce cadavre? Qu'est-ce qu'il fait là? Comment est-il arrivé là? Etc. etc. Lecture sympa, très très courte, ça se lit bien. C'est fluide, l'histoire elle est sympa, j'ai trouvé les deux mamies plutôt rigolotes. Voilà, j'avais envie d'aller au bout, j'avais envie de savoir, d'avoir la réponse, le pourquoi du comment. Je trouvais que le suspense il était bien tenu. Je vous recommande plutôt de le lire quasiment d'une traite pour vraiment bien intégrer tous les éléments, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages pour un roman qui finalement ne fait que 254 pages. Il y a quand même pas mal de personnages, il faut être sûr de ne pas les confondre, on va dire. C'est un déroulé assez linéaire, voilà, vous allez suivre plusieurs personnages, enfin principalement le lieutenant Marchand. Donc voilà, il y a un événement qui l'emmène à un autre, un indice, il trouve un indice qui l'emmène à un autre point, qui l'emmène à un autre point, qui l'emmène à un autre point. Il n'y a pas vraiment, il y a des révélations, mais il n'y a pas de retournement. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Voilà. C'est une petite lecture sympa. Pour le coup, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Je pense que l'autrice, elle pourrait faire une suite avec ce lieutenant. Voilà, je pense que c'est un titre que je risque d'oublier assez vite. C'était sympathique, mais rien de plus que ça. C'était distrayant. C'est un peu triste parce que, vous savez, c'est le genre de roman où j'ai pas grand-chose à dire. En fait, c'était sympa, j'ai passé un chouette moment, mais bon, finalement, il n'y a pas grand-chose qui me marquera. L'enquête était sympa, la résolution est intéressante. Voilà, moment sympa, ça s'est lu bien. Si je retombe sur des titres de l'autrice, pourquoi pas. Mais en tout cas, celui-ci, vous pouvez le lire franchement parce que ça se lit extrêmement bien. Mais je pense simplement que c'est un titre qui ne me marquera pas sur le long terme. En tout cas, qui m'a fait passer un moment sympathique sur l'instant. Ensuite, on va partir sur toute autre chose puisque j'ai lu, alors le mois dernier j'avais lu Fables et légendes coréennes, et ben j'ai continué avec Fables et légendes japonaises de Ipei Otsuka, c'est publié aux éditions Inis, c'est le tome 1. Alors c'est exactement le même principe que Fables et légendes coréennes que j'avais lu le mois dernier, sauf qu'ici on n'a pas d'organigramme, mais vous savez oh, je trouve plus le nom. Vous voyez ce que je veux dire? Là où on a
la liste de tous les personnages, les dieux, les déesses avec leur lien de parenté, un arbre généalogique. Voilà, j'ai réussi à retrouver le mot. Ici, il n'y a pas d'arbre généalogique comme il y avait dans les légendes coréennes, ni non plus de repères historiques. Voilà, ça c'est un petit peu dommage par rapport à l'autre titre que j'ai lu le mois dernier, qui je trouvais ça plutôt sympathique. Ici, un peu comme les fables et légendes coréennes, c'est très sympa, c'est également plutôt pour les néophytes. À chaque fois, on a une légende, une fable, une légende japonaise très connue et à chaque fois après, un petit chapitre qui aborde le... comment dire, l'importance ou la résonance qu'a à notre époque actuelle encore cette légende ou cette fable. On est sur un style d'écriture assez simple, c'est effectivement plutôt orienté peut-être un petit peu jeunesse. Chaque histoire est racontée un peu en mode, alors j'irai pas jusqu'à dire conte de fées, mais histoire pour enfants. J'aime bien moi la partie contextualisation après de chacune de ces légendes dans le monde actuel, puisqu'il y a aussi pas mal souvent de références en lien avec les mangas ou la pop culture, etc. Autant dans les légendes coréennes, j'ai découvert énormément de choses. Ici, les légendes sont des légendes extrêmement connues pour peu que vous vous intéressiez à la culture japonaise. On a notamment la fameuse histoire de... alors je cherche s'il y a le... Voilà, on a la fameuse histoire de Son Goku et le voyage en Occident, qui est une des histoires qui a inspiré Dragon Ball, donc une histoire extrêmement connue. On a Momotaro, l'enfant pêche aussi, qui est extrêmement connu. On a l'histoire des Tanuki, Momotaro, l'enfant pêche, ça je viens de vous le citer. Enfin bref, on a plusieurs histoires. Je cherche, on a l'histoire, mais je la retrouve pas. C'est pas la princesse porte-vase. Ikkyu-san, qui est aussi une histoire extrêmement connue. Tanabata, bref. On a des histoires que moi je connaissais déjà, pas forcément dans le détail pour toutes, mais en tout cas que j'ai vu adaptées dans plusieurs animés ou mangas. Donc c'est vrai que j'étais moins novice que dans la version coréenne de ce titre, mais c'était très sympathique de les lire ou de les relire, de les redécouvrir pour certaines. Voilà, un peu comme dans les légendes coréennes, j'y retournerai piocher avec grand plaisir. Et puis j'ai le tome 2 de ces fables et légendes à découvrir. Donc voilà, c'est très sympa. Si vous vous intéressez à la culture japonaise et que vous connaissiez beaucoup, à nouveau, vous n'apprendrez peut-être pas grand-chose, ce qui est mon cas. Mais j'ai passé un bon moment, c'était très agréable. C'était un petit peu comme une lecture un petit peu doudou pour moi, un petit peu cocooning. Et moi, j'ai pris grand plaisir en tout cas à découvrir ce titre. Et voilà, je vous le recommande. Effectivement, si vous cherchez quelque chose de très détaillé, de très adulte, peut-être pas. Mais en ayant conscience que c'est quelque chose un petit peu plus jeunesse et peut-être à destination des gens qui connaissent peu la culture japonaise, c'est un titre. C'est une série que moi je trouve plutôt cool. Ensuite, j'ai lu enfin, je dis enfin parce que j'en ai beaucoup à la maison, parce que je fais quasiment toute la campagne Ulule, un Noël à Blecky et Castle de Laetitia Arnoux. C'est publié aux éditions Twinkle. Ici, on va faire la rencontre d'une jeune femme qui s'appelle Alva Moonfield. On est en 1843 en Angleterre. Alors, comment vous faire le résumé de cette histoire? Parce qu'il y a un petit, alors je dirais pas jusqu'à dire un twist, mais il y a une première partie de l'histoire où donc on rencontre Alva. Alva, c'est une jeune demoiselle qui a beaucoup d'objectifs, notamment d'aider les gens pauvres de Londres. Et d'une manière un petit peu spécifique, elle va être amenée à rencontrer un homme qui s'appelle Sol Fallow. Cet homme est assez riche, il possède notamment le château de Blecky Castle et elle aimerait qu'il puisse participer, en tout cas qu'il puisse investir dans son projet. Voilà, donc je vais dire juste ça parce que la manière dont ils se rencontrent est une manière un petit peu particulière et j'ai pas forcément envie de vous dire les éléments qui sont dans la 4e de ce titre. J'ai tout de suite accroché à la plume de Laetitia Arnoux. Je n'avais jamais lu cette autrice, mais très rapidement, je suis rentrée dans l'histoire. J'ai trouvé que c'était assez immersif, assez rapidement. Comme je disais, la plume m'a beaucoup plu. Comme je disais, il y a une petite partie au début qui va entraîner la rencontre de Alva et de Sol. Et cette petite partie, par contre, qui m'a beaucoup plu au début, finalement, par un espèce de twist, va donner lieu à une seconde partie de l'histoire.
On va dire que la première partie, c'est un petit peu le premier tiers, et puis il y a les deux autres tiers qui vont être complètement sur finalement une relation différente qui va s'installer entre nos deux personnages principaux. Et cette première partie que je trouvais sympa, finalement, elle est laissée tomber assez rapidement, et avec le recul, je me demande vraiment quel était l'intérêt de cette première partie. Alors, je suis volontairement un petit peu cryptique pour pas trop vous en dire. Vous savez que je n'aime pas trop déflorer les histoires, mais c'est vrai que là, cette première partie, finalement, un petit peu longue, que j'ai trouvé sympathique dans la manière d'amorcer la relation. Voilà, après, avec quelques jours, quelques semaines de recul, je me demande finalement pourquoi avoir fait ça, puisque le reste, finalement, est assez différent et pour le coup, assez classique. On est ici dans une romance historique. C'est un titre qui est parfait pour Noël. Vraiment, au niveau de l'ambiance Noël, on est exactement là. On va retrouver les traditions des 12 jours qui précèdent et qui suivent Noël. Il y avait plein de choses que je ne connaissais pas, parce que alors j'aime Noël comme tout le monde, mais je ne suis pas une grande spécialiste de Noël. Et là, franchement, j'ai vraiment découvert plein de traditions que j'avais un vague souvenir, mais je ne connaissais pas forcément, je ne suis pas hyper spécialiste de ça. Et c'était assez sympa. C'est un titre qui est parfait à lire pour Noël. On est vraiment complètement dans l'ambiance de Noël. D'ailleurs, ça se passe une grosse partie à Noël. Donc, comme je disais, un petit peu avant, pendant et après. L'autrice fait pas mal de références au titre... le titre de Noël de Dickens, un chant de Noël, je crois que c'est ça le titre. Donc ça aussi, c'était plutôt marrant. Ça se déroule à la même période que la publication du roman Un chant de Noël de Charles Dickens. C'était plutôt sympa. Je ne suis pas une grande familière des romances historiques, donc franchement, ça a été une lecture très sympa. J'ai passé un chouette moment. On va pas se mentir, il y a quelques facilités, il y a quelques clichés, mais l'ambiance de Noël, je trouve qu'elle emporte vraiment tout le texte. En plus, l'autrice, elle glisse plusieurs personnages féminins assez forts, des références féministes, mais on a également des personnages masculins qui ont conscience de ça, et ça aussi, c'est plutôt cool. C'est pas des personnages qui sont en opposition par rapport à ça, mais qui eux aussi trouvent que les femmes ont le droit d'avoir leur place dans la société, d'avoir leur mot à dire sur beaucoup de choses. Ça, c'est aussi plutôt bienvenu. J'ai passé un très chouette moment. Franchement, si vous cherchez un titre l'année prochaine de Noël, et que vous aimez bien évidemment les romances historiques, c'est bien écrit, c'est agréable à lire, on est pleinement dans l'ambiance de Noël. Franchement, c'était une très chouette lecture, et voilà, j'ai passé un super moment. Et mention spéciale également à l'objet livre, qui est vraiment de très belle qualité. Alors, on a d'un côté... On a d'un côté le Brandon Sanderson en version collector pas celui-ci parce que je ne l'ai pas manipulé assez, mais sur les autres, on a le dos où il y a de la dorure et de l'argenté qui se barre, hein, vraiment. Un livre qui fait crack, enfin, je suis un peu déçue, pareil, de la qualité de ces titres pour le prix que je les ai payés. Et ici, on a un titre qui coûte 27,90 €, qui est en hardback, pour lequel il y a tout pareil, de la dorure, etc. Et il n'a pas, je l'ai manipulé vraiment pendant plusieurs jours à la lecture. On a un petit marque-page en tissu. On a un livre qui ne craque pas, avec des illustrations, des en-têtes de chapitres, avec un beau papier, pareil, qui est vraiment, qui n'est pas du tout transparent. Un très beau travail, je trouve, sur l'objet livre en lui-même, qui est vraiment de grande qualité. Franchement, je ne suis pas du tout déçue. Franchement, il tient le choc. Vraiment, je suis absolument ravie de la qualité de ce livre. Donc, non seulement j'ai passé un très chouette moment, et l'objet livre est magnifique. Donc, franchement, si l'année prochaine, vous cherchez un titre noëlesque, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, j'ai lu et j'ai enfin découvert Lucinda Riley avec l'ange de Marchmont Hall. C'est une vieille version de Charleston Poche. Je crois que maintenant, cette édition-là n'est plus trouvable, je crois. Peut-être qu'elle est publiée au livre de poche, je ne sais pas, mais moi, c'est un titre que j'ai à la maison depuis un petit moment. Ici, c'est typiquement une saga familiale. On va rencontrer une femme qui s'appelle Greta. Greta, elle a quitté cette maison-là de Marchmont Hall, la maison familiale, 30 années après. Et au moment où l'histoire démarre, alors je ne sais plus si on a l'année, Greta, on découvre que Greta a perdu la mémoire pendant de nombreuses années. Et donc, elle retourne à Marchmont Hall, et bien sur les conseils de son ami David, en espérant que retourner dans cet endroit va faire revenir la totalité de ses souvenirs.
Et vous vous doutez que effectivement c'est ce qui va se passer. Et donc on va alterner entre le passé de Greta, on va suivre Greta sur plusieurs décennies, puis ensuite une autre femme. Et en parallèle, on va suivre Greta dans le présent, dans ce qui se passe dans le présent, au fur et à mesure qu'elle récupère ses souvenirs et quelles sont du coup les conséquences de tout ce qui s'est passé. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Franchement, je ne connaissais pas du tout l'autrice. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de saga familiale comme ça. J'ai beaucoup aimé. Franchement, c'était excellent. J'ai presque dévoré ce roman parce que j'étais un peu comme Greta. Moi aussi, j'avais envie de savoir ce qui s'était passé dans la vie de Greta. Qu'est-ce qui avait fait qu'elle avait perdu la mémoire. C'est un petit peu long à démarrer, j'ai trouvé. Le dernier tiers du roman, il est hyper addictif. Je l'ai complètement dévoré. Le personnage de Greta... Je trouve que dans ce titre, les personnages féminins sont pas forcément à leur avantage. On n'est pas sur des femmes, absolument formidables et incroyables. On a Greta que j'ai trouvé par moments très égoïste, parfois un peu antipathique. Alors l'autre personnage féminin, je vais pas vous dire qui c'est, mais que l'on va rencontrer quelques années après. C'est un personnage que à la fois j'ai trouvé touchant et horrible, pour lequel j'ai eu de l'empathie et puis après que j'ai détesté au fur et à mesure de ce que cette femme faisait. Donc les personnages féminins sont pas forcément à leur avantage. On a le personnage de David qui va être présent tout au long de l'histoire pour différentes raisons. David, c'est le personnage parfait. C'est le personnage parfait, il est gentil, il est intelligent, il est toujours là. Bon, ça c'est un peu trop too much à mon goût. Je pense que quelqu'un comme ça, au bout d'un moment, il décroche, il laisse tomber. Et voilà. J'ai adoré l'alternance d'époque. Le style, ça l'a fait. Franchement, c'est... voilà, comme je disais, peut-être un petit peu long au début, mais en tout cas, ne serait-ce que pour le dernier tiers que j'ai complètement dévoré. Je pense qu'en termes de saga familiale, on est sur quelque chose d'extrêmement classique. Alternance d'époque avec des révélations, des mystères, du suspense, etc. Voilà, moi j'ai passé un très bon moment. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de roman de ce type. Donc peut-être que ça a influencé aussi également mon avis. Juste un petit bémol sur la fin que j'ai trouvé un peu convenu, on va dire. Mais je ne peux pas nier que j'ai beaucoup aimé, que j'ai dévoré ce roman. Et que bah voilà, ça m'a donné envie de poursuivre ma découverte de cette autrice. Je ne sais plus si j'ai d'autres titres de l'autrice dans ma palle. Mais si j'ai l'occasion, je pense que je la relirai avec grand plaisir parce que vraiment, c'était très chouette. C'était super. Une saga familiale, voilà, vous connaissez le principe. Ensuite, j'ai lu un roman que vous m'aviez conseillé. J'ai lu Sauvage de Jamie Bradbury. C'est publié chez Gallmeister dans leur fameuse collection Totem. C'est un roman que vous m'aviez recommandé. Donc, il fait partie de ma liste des romans à lire en 2024 sur vos recommandations. Au début de l'histoire, on va rencontrer Tracy. Tracy, elle vit en Alaska. Elle a un petit frère, elle vit avec son père. On apprend assez vite que la maman, malheureusement, est décédée quelques temps avant. Et puis Tracy, elle aime la nature, elle aime les animaux, elle est complètement fan de traîneaux. Enfin, alors comment ça s'appelle? Je ne retrouve plus le nom, vous savez... ces personnes qui conduisent les traîneaux et les chiens de traîneau, elle aimerait en faire toute sa vie. Son père est un ancien musher, je crois que ça s'appelle comme ça, j'ai retrouvé le nom. Et elle aimerait tout simplement prendre sa suite. Malheureusement, suite au décès de sa maman, c'est un petit peu, la vie est devenue un petit peu plus compliquée. C'était très agréable à lire, j'ai beaucoup aimé le style. Pendant très longtemps, j'ai été emportée par l'histoire et je me demandais vraiment jusqu'où l'auteur allait emmener... jusqu'où on allait aller en fait dans cette histoire. J'ai trouvé Tracy à la fois égoïste, 17 ans, c'est un petit peu normal aussi, et en même temps touchante, en même temps parfois j'avais envie de la secouer, parfois j'avais envie de la prendre dans mes bras. J'ai une relation avec ce personnage un peu compliquée parfois. Parfois elle a fait des choix que je ne cautionne pas, des choses qu'elle a fait que je trouve idiots. Mais en même temps, 17 ans, voilà. Est-ce qu'on peut reprocher vraiment à quelqu'un de 17 ans de faire des choix idiots? Peut-être pas, je ne sais pas. Bref, un roman qui m'a touchée. On est tout le long de ce texte en point de vue interne du début à la fin. Attention, c'est un roman extrêmement introspectif. Le personnage de Tracy... voilà, un peu amour-haine que j'ai ressenti. Alors, haine, c'est un peu fort.
amour, et puis voilà, m'a fait ressentir vraiment toute une palette d'émotions. C'était un petit peu difficile. J'étais très surprise, il y a une petite touche de fantastique, attention, vraiment petite touche, et puis il y a pas mal de thématiques assez fortes. Quand j'ai démarré ce roman, je ne savais pas forcément vers quel titre j'allais, et j'ai été surprise de découvrir certains sujets, certaines thématiques assez fortes. On a par moments, le récit peut tourner et peut devenir très dur, que ça soit dans ce qu'il évoque, que ça soit dans les mots qu'il emploie, et puis parfois aussi il y a un côté un petit peu gore. Attention, trigger warning pour ceux qui sont sensibles sur les animaux et la violence animale. Il y a quelques scènes qui, je pense, peuvent heurter certaines personnes. Il y a des descriptions, et c'est paradoxal puisqu'on a des choses parfois difficiles, et puis à côté de ça, on a des descriptions que je trouve vraiment très belles. L'ambiance de ce titre, elle est particulière, un peu atypique. C'était globalement une bonne lecture. Un titre qui... Je vais le garder pendant quelques temps pour vraiment, c'est typiquement le genre de titre, en tout cas moi de mon côté, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour savoir vraiment comment me positionner par rapport à ce titre. C'est un texte que je pourrais qualifier d'envoûtant si vous acceptez de vous laisser porter par ce que l'auteur vous raconte. Ouais, c'est un titre qui m'a un peu secouée, qui m'a clairement fait sortir de ma zone de confort. C'est pas du tout le genre de titre que j'ai l'habitude de lire, mais c'était agréable aussi de plonger comme ça dans cet Alaska, dans cet univers que je ne connais pas du tout, avec les mushers, les animaux, cette famille un peu compliquée, les choses qui s'y passent aussi, et puis ce personnage à la fois fort et fragile. Bref, voilà. Dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous remercie beaucoup parce que je ne suis pas sûre que je l'aurais sorti tout de suite si vous ne me l'aviez pas recommandé. Et vraiment, je suis vraiment contente de l'avoir lu et ouais, d'être sortie de ma zone de confort. C'est plutôt agréable parfois. Ensuite, j'ai lu tout autre chose, un titre vraiment pour le fun, pour le plaisir. J'ai lu une romance, Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bond, publiée chez Harlequin. Ici, on est dans une comédie romantique, une rom-com de Noël. On fait la rencontre de Chloé Martin. Chloé Martin, elle est conseillère en voyage. Elle travaille dans une entreprise voilà, qui s'occupe de voyage. Elle est nulle, elle est complètement nulle et son patron... On va dire que tous les mois, ou en tout cas à rythme régulier, chaque conseiller a la possibilité de gagner un voyage, un peu pour le remercier un peu du travail fourni. Et elle gagne un voyage, elle espérait le gagner dans les îles, et non. Elle se retrouve dans une station de ski où elle va devoir, eh bien, faire des retours comme ça, noter l'hôtel, etc. etc. C'est une romance ultra classique, il n'y a pas d'originalité. On retrouve tous les codes et les clichés des comédies romantiques de Noël, mais c'est hyper efficace. C'est drôle, c'est addictif, c'est fun, c'est frais. J'ai passé un très chouette moment. L'héroïne, elle est parfois insupportable. Et parfois, elle est tellement mignonne. C'est un peu une héroïne à la Bridget Jones, vous voyez. Donc voilà, ça peut être parfois un petit peu agaçant, mais ça fait aussi partie, je trouve, des codes de ce type de romance. Il n'y a aucune scène épicée. Voilà, moi je l'ai lu pour passer un chouette moment. C'est ce que j'ai eu. J'en attendais pas beaucoup plus. J'ai rigolé, j'ai souri. Voilà, j'ai passé un excellent moment. C'est une comédie romantique de Noël qui a fait le job. Et qui l'a fait plutôt bien, je trouve. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce titre parce que j'ai eu exactement ce que j'attendais et que ça a été une très chouette lecture et que voilà, si j'ai l'occasion, je relirai du Juliette Bond avec grand plaisir. Et on va terminer par un titre qui était une relecture et qui est, je pense, peut-être ma meilleure lecture du mois, étonnamment, Un chant de Noël de Charles Dickens. J'ai la version intégrale publiée chez Folio Junior. Qui ne connaît pas Un chant de Noël de Dickens? Même si vous n'avez jamais lu ce titre, vous l'avez probablement vu chez Disney, dans des séries télé. Je crois qu'il y a même un film de Barbie qui réutilise ça. Donc vraiment, c'est une histoire qui est utilisée dans énormément de choses. Et c'était assez drôle de ma part de lire Un chant de Noël et de me rendre compte que dans... ce titre-ci, on parlait de ce titre-ci. Franchement, j'ai trouvé ça plutôt rigolo et le clin d'œil était sympa. Si jamais vous ne connaissez pas Un chant de Noël, on est la veille de Noël et on va faire la rencontre de Monsieur Scrooge. Monsieur Scrooge, il est comptable, je crois. Il est avare, il est solitaire, il n'aime pas les gens, il n'aime pas Noël.
il est odieux avec tout le monde. Et donc la veille de Noël, il rentre chez lui, il va se coucher. Et pendant cette nuit, il va faire la rencontre de 3 fantômes. Le fantôme du passé, le fantôme du présent et le fantôme de l'avenir. Et ces 3 fantômes vont lui montrer son passé, ce qu'il était avant, le présent, ce qui se passe maintenant et ce que ses actions ont entraîné auprès des personnes qui le côtoient, et son futur, ce qui va lui arriver si jamais il n'évolue pas. Donc c'est une histoire extrêmement connue que j'avais déjà lue il y a très longtemps. Ça a été une excellente relecture. Je me suis plongée avec un plaisir incroyable dans l'écriture de Dickens. J'ai retrouvé... Ouais, c'est vrai que finalement, des auteurs classiques, j'en lis peu depuis plusieurs années. Et là, enfin, je ne vais pas dire que les auteurs contemporains écrivent mal, parce que c'est pas vrai. Mais ce style d'écriture un peu suranné, un peu ancien, forcément, hein, le titre a été écrit en 1800 quelque chose, très probablement. Je me lance dans un truc. Alors, 1966 pour la traduction française, mais je ne sais plus en quelle année il a été écrit, mais c'est bien avant ça. Je ne sais plus, honte à moi, je me suis lancée dans un truc et je ne sais plus, mais enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, il a été écrit quand même il y a très longtemps. Donc on a un style très agréable à lire, il y a effectivement pas mal de descriptions, et dans ce titre on retrouve tout ce qui fait la magie et l'esprit de Noël. Alors forcément l'histoire elle est sans surprise, je l'ai déjà lue, je la connaissais, elle est très connue, on connaît la chute. Elle a été adaptée dans énormément de circonstances différentes. Mais voilà, j'ai retrouvé vraiment la magie de Noël et l'esprit de Noël. Qu'est-ce qu'on attend de Noël finalement? C'était sympa de prolonger comme ça le mois de décembre par ce titre-ci en janvier. C'était vraiment... J'ai adoré ma lecture, j'ai passé un super moment. Pas de surprise sur l'histoire. Je l'ai lu quasiment d'une traite. Je vous recommande... effectivement de le lire également quasiment d'une traite, ne serait-ce que pour rester dans l'ambiance de ce titre, avec ce style de Dickens qui moi m'a vraiment emporté, qui a très bien fonctionné avec moi. Juste, même si je connaissais l'histoire, un tout petit truc, j'ai été un peu surprise parce que je pense que je l'avais tout simplement oublié, avec le 3e fantôme, donc le fantôme du futur, des Noëls futurs. Voilà, je trouve que c'est bien. On a une petite ambiance un petit peu creepy, que j'avais complètement oublié et qui était vraiment plutôt sympa. Comme vous voyez, là, on a voilà, le fantôme des Noëls qui se fait un peu penser à la mort. Et puis voilà, il lui montre c'est un corps, hein, voilà. Et ouais, une ambiance un petit peu creepy comme ça avec ce 3e fantôme qui était pas désagréable. Bref, je dirais rien de plus que ça. C'est un chant de Noël de Dickens, c'est un titre ultra méga connu. Si vous l'avez jamais lu, franchement, si vous avez l'occasion de le lire, il est vraiment pas très long. On est sur 140 pages. C'est une excellente lecture, en tout cas pour moi. J'ai passé un super Noël et j'ai cherché depuis. Mais je ne serais pas contre avoir une très belle édition de ce titre parce que là, l'édition Folio Junior, elle est bien sympathique. Mais elle ne fait pas honneur, je trouve, au texte et à la qualité de ce texte. Donc voilà, si j'ai l'occasion de trouver une belle édition de ce titre, ça sera avec grand plaisir. Ce point lecture est maintenant terminé. Il a été assez long, 37 minutes, et pourtant j'ai essayé d'être assez concise, mais il y avait quand même pas mal de lectures et notamment 2 abandons, donc voilà. J'espère que pour vous aussi, le mois de janvier a été bien rempli en termes de lecture, plutôt de qualité que de quantité d'ailleurs. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé aujourd'hui. Quel est votre avis par rapport à ces titres? Est-ce que vous aussi, vous avez eu de chouettes lectures, des abandons, etc. N'hésitez pas à m'indiquer tout ça en commentaire. Je vous embrasse, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!